Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio, Parlons Vrai chez Bourdin, 10h30, 12h30, Frédéric Brindel. Plus on se rapproche de nos Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et plus la tension monte. Boycott ou pas, les JO ont souvent été l'objet de tensions politiques. Et là, le moins qu'on puisse dire, c'est que le conflit en Ukraine pose tout un tas de questions. Dernière question en date. Au moment où les championnats du monde de judo vont commencer, ça se passe au Qatar, du 7 au 14 mai prochain, la Fédération internationale de judo a accepté la participation des judokas russes et biélorusses sous bannière neutre. Explication avec l'hyper spécialiste de la géopolitique du sport, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS. Bonjour Pascal. Bonjour. Bon, le moins qu'on puisse dire, Pascal, c'est qu'il y a cette problématique du judo, ce n'est pas la seule, l'escrime y a eu droit. Est-ce que vous sentez, vous, de votre regard de spécialiste, la tension monter plus on approche de nos Jeux Olympiques ? Oui, effectivement, la tension va monter et c'est une bagarre, c'est une bataille. Il y a une menace de l'Ukraine de boycotter les Jeux Olympiques s'il y a la présence d'athlètes russes et biélorusses, même sans drapeau, même sans hymne, mais juste parce qu'ils seraient là. Au début, certains pays les ont accompagnés, la Pologne, les Pays-Bas, disons que les alliés les plus proches de l'Ukraine. L'Allemagne même, hein, l'Allemagne aussi. Ouais. Oui, mais je ne crois pas que ces pays iront jusqu'à boycotter les Jeux Olympiques. Et en fait, cette compétition, ces mondiaux de judo, c'est un peu un test pour l'Ukraine, de voir si sa menace de boycott est suffisante, d'être jugée crédible pour qu'il y ait une décision favorable du CIO. Mais pour le moment, alors bien sûr, les choses peuvent changer en fonction de l'évolution du conflit. Bon, alors, cela dépend de cela. Alors déjà, intéressons-nous, Pascal Boniface, à la question de ces mondiaux de judo. Bon, déjà, clin d'œil très important. Souvenons-nous, Vladimir Poutine, judoka, ceinture noire, qui était président d'honneur de la Fédération internationale, qui a été destitué de ce titre. Donc la symbolique déjà est forte, hein. Oui, effectivement, et surtout que sur les 20 Russes et Biélorusses qui devaient participer à ces mondiaux, 8 ont été exclus parce qu'ils étaient liés aux organes de sécurité de la Russie ou de la Biélorussie, puisqu'ils peuvent participer, mais à condition de n'avoir pas approuvé la guerre ou de n'être pas membre des forces armées ou d'autres institutions sécuritaires. Donc c'est une sorte de double restriction. Mais effectivement, le judo, c'est extrêmement important pour Poutine, et il y a un enjeu effectivement symbolique très fort sur ces mondiaux, mais une fois encore, ce n'est qu'un apéritif par rapport à la grande bataille des Jeux Olympiques. Alors, concernant ces championnats du monde de judo, il y a dans la catégorie des moins de 48 kilos chez les femmes une championne du monde en titre qui est ukrainienne et qui ne se présentera pas. Donc du coup là, concrètement, nous avons validé certains athlètes russes et biélorusses et nous avons le boycott de la délégation ukrainienne. Oui, effectivement. Alors c'est effectivement très gênant pour cet athlète, cet judoka qui ne pourra pas défendre son titre, mais on peut penser que les autorités ukrainiennes estiment que le combat politique est plus important et que le symbole qu'il y a sur le sport peut mériter de boycotter ces Jeux et donc de ne pas permettre à ces judokas de remporter les titres, puisqu'il y aura donc des Russes et des Biélorusses et il n'y aura pas d'Ukrainiens, sauf changement de dernière minute, mais je ne crois pas que ça soit le cas. C'est une position très nette pour le moment de Zelensky et des Ukrainiens. Bon, Pascal Boniface, nous avons un petit peu de temps, les auditeurs de Sud Radio peuvent intervenir au 0826 300 300. Je veux vraiment bien qu'on pose la question de ce sport et de l'olympisme. Reparlons du judo. Nous avons eu des cas de figure, par exemple avec des athlètes, en l'occurrence un athlète algérien, un judoka, qui avait refusé de combattre lors de précédents Jeux Olympiques contre un Israélien. Les deux se rencontraient, je crois, en quart de finale. C'est un sport comme la lutte, hein, par exemple, où on a le célèbre match États-Unis-Iran avec deux nations fortes. Ces sports sont plus que symboliques et cette problématique géopolitique ne date pas d'aujourd'hui. Non, alors pour l'exemple que vous donnez sur ce judoka algérien, il avait été exclu pour son refus de participation. On doit combattre l'adversaire qui vous est désigné. Et donc c'était effectivement, là il n'y avait pas de débat en fait, il n'y a pas de débat là-dessus. Mais en fait tous les sports sont géopolitiques. Là c'est le judo parce qu'il vient le premier dans le calendrier et qu'il y a une grande bataille parce qu'il faut voir aussi que s'il y a une majorité de pays européens qui soutiennent la position ukrainienne, dans le reste du monde, en Afrique, en Asie et en Amérique latine, ce n'est pas le cas. Et donc on a là aussi une division, the West versus the rest.
le monde occidental contre le reste, avec des positions différentes, à un point tel d'ailleurs que la Russie réfléchit à adhérer à des fédérations régionales asiatiques et non plus européennes pour n'être pas exclue de certaines compétitions. Oui, puisque alors il y a des comités olympiques par pays, par région du monde, par continent, et effectivement, les Européens sont un peu seuls au monde. D'ailleurs, il y avait l'exemple d'un athlète africain qui représente les athlètes, qui disait, bien moi, je vis ce conflit ethnique à l'intérieur de mon pays ou entre deux nations depuis toujours, et ça ne nous empêche pas de participer, et surtout, il n'y a aucune décision prise pour un rejet ou pas d'une ou d'un autre pays. Oui, par exemple, le Soudan vient d'entrer dans une guerre interne entre deux fractions armées. Il n'y a pas de demande d'exclure le Soudan des Jeux Olympiques. Et ce qu'a dit Thomas Bach, le patron du CIO, c'est qu'il ne faut pas faire de différence, il ne faut pas faire de deux poids, deux mesures, et qu'il y a 70 pays qui sont en conflit. Alors, les Occidentaux sont concentrés sur le conflit ukrainien qui nous concerne au premier chef, mais dans le reste du monde, vous avez cité cet exemple du sportif africain, eux disent, nous aussi on a nos propres conflits, pourquoi faudrait-il qu'on se préoccupe uniquement du conflit en Ukraine, alors qu'il y a d'autres conflits dans le monde dont nous souffrons directement. Un Arménien a déclaré, je n'ai pas demandé à ce que l'Azerbaïdjan soit exclu des Jeux Olympiques, par exemple. Mais il y a un autre symbole, celui de la fédération d'escrime. C'est une fédération qui, depuis 14 années, est dirigée par un oligarque qui s'est mis d'ailleurs en retrait depuis le conflit, mais on va dire qu'il a toujours la main. C'est un président de substitution. Cet Alisher Ousmanov, à la tête de la Fédération internationale d'escrime, pose un vrai problème de la survie de cette fabuleuse discipline, parce que c'est un Russe qui fait vivre ce sport. Oui, effectivement, et c'est encore pire pour la boxe, puisque là, il y a une scission. On est en train de créer une nouvelle organisation de la boxe, puisque la boxe est vraiment directement contrôlée par un Russe, et le sort de la boxe comme discipline olympique aux Jeux de Los Angeles, il est trop tard pour la remettre en cause pour Paris, mais s'il n'y avait pas de changement dans la façon dont la boxe, qui a toujours été très problématique, s'il n'y a pas de changement, la boxe pourrait disparaître, ce qui serait quand même une révolution, tellement ce sport est attaché aux Jeux Olympiques, pourrait disparaître du tableau des compétitions de Los Angeles. Bon, Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, sur Sud Radio, tirons des grands enseignements. Alors déjà, quand nous nous intéressons à la question des fédérations internationales, alors par exemple, tir à l'arc, canoë-kayak, pentathlon moderne, tennis de table, tir, etc., ont autorisé le retour des Russes sous couleur neutre. Ce qui n'est pas le cas du badminton, de l'athlétisme, le sport numéro 1, équitation, escalade, etc. Déjà, quelle autonomie ont ces grandes fédérations internationales? Alors, il y a deux niveaux. Il y a d'abord le CIO, qui peut décider d'exclure entièrement une nation. Ce qui n'a pas été fait. Là, la règle du CIO, c'est pas d'exclure entièrement la Russie, mais qu'il n'y ait ni drapeau, ni hymne national, et que les athlètes russes et biélorusses défilent sous bannière neutre. Et bien ensuite, il faut qu'ils soient qualifiés dans chacune de leurs disciplines. Et c'est là qu'il y a le deuxième niveau. Certaines fédérations, et toutes les fédérations internationales, sont autonomes, et les majorités n'y sont pas les mêmes. Donc certaines fédérations internationales, disons, où le poids des Occidentaux est plus fort, vont dire, nous, on n'autorise pas les athlètes russes et biélorusses à participer, même sous bannière neutre, et donc ils ne pourront pas aller aux Jeux Olympiques. Il n'y aura donc pas d'athlètes russes, même si le CIO le permet, parce que la fédération d'athlétisme ne qualifiera pas ces athlètes russes et biélorusses. Donc il faut, pour les Russes et Biélorusses, traverser deux étapes. L'étape de leur fédération sportive et l'étape du CIO. Pour le CIO, il y a une décision globale pour tous les sports, mais il faut encore que dans chaque sport, il puisse y avoir un feu vert de la fédération internationale pour que des Russes et Biélorusses puissent y participer, ne fût-ce qu'à titre individuel. Et rappelons que la problématique des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, c'est maintenant, puisque nous entrons dans les phases de qualification. C'est-à-dire que les Jeux Olympiques, ce n'est pas simplement au mois de juillet prochain, c'est dès maintenant pour un athlète qui voudrait y participer. Donc c'est d'autant plus complexe. Alors, pour la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, elle était présente lors du Conseil de l'Europe, pas de l'Union européenne, du Conseil de l'Europe, et elle a dit à ce sujet que
que c'était une décision souveraine du CIO et du CIP d'ailleurs, paralympique. Donc ça veut dire que là, l'État français commence à dire que sur la question du boycott ou pas, et surtout de l'autorisation des athlètes russes et biélorusses, pour l'instant, l'État français botterait en touche. Il ne voterait pas en touche, il suit les règles du CIO. La France a candidaté pour héberger les Jeux Olympiques, pour être l'autre. Mais il y a des conditions à respecter. Sinon, un pays qui serait l'autre des Jeux Olympiques dirait « Moi, j'aime pas trop tel pays, je ne vais pas autoriser les athlètes de ce pays à venir concourir. » Donc, en fait, il n'y a pas. Le président Zelensky a demandé au président Macron d'interdire aux Russes et aux Biélorusses d'entrer sur le territoire français. Il n'en a pas le droit, parce qu'il violerait l'engagement qu'il a pris auprès du CIO. Et donc la décision globale, elle est bien au niveau du CIO, elle n'est ni au niveau du comité d'organisation des Jeux Olympiques, ni au niveau de l'Élysée. Ni Tony Estanguet, ni Emmanuel Macron n'ont le droit de refuser des athlètes russes et biélorusses s'ils sont autorisés par le CIO, et si bien sûr ils ont été qualifiés à travers des épreuves dans leurs fédérations respectives. C'est quoi la solution, Pascal Boniface? Parce que finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas laisser le sport en dehors de tout cela? Même si aujourd'hui, par exemple, on peut très bien avoir en match de qualification en football un Serbie contre Kosovo, avec la Serbie qui ne reconnaît pas le Kosovo, et ce match ne pourrait pas avoir lieu, ça serait insécure au possible. Mais est-ce que c'est possible finalement de préserver le sport au maximum? Alors, par exemple, lorsque Michel Platini était président de l'UEFA, il avait prévu que certains pays ne pourraient pas être dans la même poule de qualification, notamment Arménie, Azerbaïdjan, qu'ils soient dans des poules séparées, mais s'ils avaient été tous les deux qualifiés, et s'ils étaient parvenus tous les deux en finale, c'est un scénario un peu hasardeux, ils auraient été obligés de jouer l'un contre l'autre, ils ne peuvent pas s'ignorer. Et donc, on ne peut pas dire que le sport est en dehors de la politique, parce qu'on voit très bien qu'il y a une instrumentalisation, que chacun essaie un peu de tirer le tapis à lui, si j'ose dire, en parlant de judo. Mais effectivement, c'est quelque chose c'est un débat politique. Et là, on va voir qui va gagner. Mais Thomas Bach, lui, essaie de préserver l'intégrité des compétitions et qu'il y ait le maximum de participants. Le président du CIO, Thomas Bach. Et puis, une fois encore, il faut bien se rendre compte que si on faisait un vote en France, certainement qu'il y aurait une majorité pour dire on ne veut pas voir des Russes et des Biélorusses. Mais au niveau mondial, cette position n'est pas majoritaire parce que vous avez plein de pays dans le monde qui disent on n'a pas exclu les Américains après la guerre d'Irak. Pourquoi vous le faites uniquement une règle lorsque ça vous concerne, lorsque ça concerne les rivaux ou les ennemis du monde occidental? Et puis il y a tous ces jeunes athlètes qui vont être des générations sacrifiées. Les Ukrainiens déjà, ça c'est horrible. Même si certains athlètes ukrainiens continuent d'être des compétiteurs partout dans le monde, mais aussi pensons à ces athlètes russes qui pour certains peut-être n'ont rien demandé à personne. Je voudrais juste pour conclure, Pascal Boniface, vous donner cet exemple d'incohérence. En cyclisme, l'Union Cyclisme Internationale avait une équipe russe du nom de Gazprom. Dans cette équipe russe, il y avait des Russes, mais aussi des Espagnols, etc., etc. L'équipe a été exclue, donc chômage. En revanche, Vlasov, qui est un des Russes de talent, qui lui court pour une équipe qui s'appelle Bora, peut continuer. Donc là aussi, le sport a ses incohérences. Oui, parce que souvent on prend des décisions pour l'affichage. Sous la pression en disant voilà, on va être plus blanc que blanc, et on prend des décisions, et l'exemple que vous avez est quand même très significatif, dont la cohérence est difficile à trouver. Merci à vous, Pascal Boniface. La réponse du CIO, elle est prévue quand exactement, quant à savoir si les athlètes russes... Pour l'instant, le CIO a permis aux athlètes russes et biélorusses à participer sous bannière neutre. Alors, est-ce qu'il changera d'avis s'il y avait une amplification de la guerre, une plus forte pression? Et ensuite, il faudra voir, comme vous l'avez dit, fédération par fédération sportive, qui autorise ou non les Russes et Biélorusses à pouvoir courir leur chance. En revanche, les grands piégés de l'histoire, bien sûr, ce sont les sports collectifs, parce que là, on ne peut pas imaginer en handball, en basket, en volleyball, en water-polo, une équipe russe et biélorusse sous bannière neutre. Ça, c'est pas possible. Non, oui, mais surtout, c'est que l'UEFA a exclu les équipes russes et biélorusses, et donc elles ne peuvent pas participer. C'est pour ça qu'elles n'ont pas pu
participer au barrage pour la Coupe du Monde au Qatar, puisque l'UEFA les a exclus. Il faudrait pour l'instant qu'elle candidate en adhérant à la zone Asie, où là, elle pourrait éventuellement jouer. Oui, c'est très complexe. Merci en tout cas Pascal Boniface de nous avoir éclairé sur cette question, mais on comprend bien que bien le sport, a priori, est censé ne rien avoir à faire avec cette géopolitique souvent terrible. Pourtant, nous y sommes. Merci d'avoir suivi cette émission que j'ai eu le plaisir de préparer avec Joseph Ruiz. Demain, ce sera Parlons vrai chez Bourdin avec le jeudi politique, 3 députés en studio. Et puis tout de suite, bien sûr, André Berkoff.